Je crois que l'envie de regarder les nouveau-nés, elle venait du fait que, personne le faisait. Enfin, je trouvais qu'il y avait que peu de gens le faisaient, que moi-même, je n'avais pas les outils avant d'être mère et ensuite quand je suis devenue, mère, pour regarder mon nouveau-né avec les armes, nécessaires pour le comprendre correctement. Bienvenue dans Mère, le podcast du média Les Louves qui accompagne les femmes dans la maternité depuis 8 ans. Je suis Marine Defresne, cofondatrice des Louves, journaliste et maman de 2 enfants, et j'aime au plus haut point la plongée dans l'intime et dans le secret de nos vies de femmes que nous offrent les podcasts. Ici, on explore ce que c'est de devenir mère et tout ce que ça transforme en nous, dans nos corps, nos cœurs, notre identité, notre couple et notre place dans la société, à travers des témoignages à cœur ouvert, des histoires extraordinaires et des conversations passionnantes. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée, suivez-nous sur Instagram et sur leslouves.com. Bonne écoute. Bonjour à toutes et tous. Le grand mystère de la vie, puissante et fragile, ne peut être aussi criant que dans ses murs. À l'hôpital Necker Enfants Malades, des drames et des miracles se jouent à chaque minute. Et tous les parents qui ont pénétré cette enceinte se souviennent de ces couloirs, de ces fenêtres qui donnent sur la ville et la vraie vie, et de ceux qui les ont accompagnés, le temps de quelques jours, de mois ou d'années, pour voir guérir ou partir leur tout petit. Journaliste à Elle et aime le magazine du Monde, Clémentine Golzal a passé plusieurs mois en immersion dans le service de néonatologie et de réanimation de cet immense hôpital dédié aux enfants, dans le 15e arrondissement de Paris. Dans cette bulle fermée, aux côtés des soignants, des parents et des bébés, elle observe, raconte et cherche à décrypter les langages, celui de la science, de la responsabilité, de la pudeur et de l'humilité pour les soignants, celui de la peur, de la déroute et de l'espoir des parents, et celui des petits patients qui n'ont pas les mots et dont le corps est branché, monitoré et scruté à chaque instant. C'est un livre terriblement émouvant, puissant et impossible à lâcher parce qu'il propose une méditation sur le vécu des nourrissons et de ceux qui les entourent, et surtout une réflexion philosophique sur ce que c'est que de vivre, de soigner et de guérir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Clémentine. Bonjour, Merci d'être là. merci à vous. C'est assez inédit cette immersion dans un service aussi sensible et fermé que la néonatalité et la réanimation à Necker. Il me semble que seuls les soignants et les parents des bébés hospitalisés y sont autorisés. Comment tu as obtenu cette autorisation ? Comment tu as présenté ce reportage pour qu'il soit accepté ? Au moment où je me suis dit: «Bon, je veux regarder des nouveau-nés de près et pendant longtemps», où est-ce qu'il y a des nouveau-nés et des soignants? Parce que les soignants sont quand même étaient un petit peu dans mon idée des interprètes, de ce que pouvaient traverser les nouveau-nés. Je me suis dit: «Bon, bah, en fait, il faut que j'aille en néonatologie dans un hôpital». La tante de ma belle-mère, qui est psychanalyste, à qui j'ai dû parler un jour de cette idée de nouveau-né, m'a dit: «Attends, moi je connais quelqu'un à Necker, écris-lui un mail». Et j'ai écrit un mail et qui est arrivé au chef de service de la du service de néonatologie de Necker, et je lui ai écrit un mail en disant: «Voilà, j'ai un projet de livre, j'aimerais vous rencontrer». Il m'a répondu et on s'est rencontrés et je lui ai exposé pendant 1 heure, mon projet qui était j'ai vraiment insisté sur l'idée que je voulais regarder les nouveau-nés, que je voulais regarder les patients, que je n'étais pas, Victor Castanet. J'adore le travail de Victor Castanet, mais c'était pas du tout mon projet, que je n'étais pas là pour faire une, investigation sur l'institution. Les soignants, l'institution hospitalière, les parents étaient en fait pour moi dans une sorte de décor, mais que vraiment ce qui m'intéressait, c'était de regarder les nouveau-nés. Et je pense, on n'en a jamais parlé tous les 2, je pense que c'est ça qui l'a interpellé, en fait, dans ma demande. Parce que lui, il a dévolu sa vie à regarder les nouveau-nés et je pense qu'ils sont très conscients, ceux qui les regardent de si près, que peu de gens veulent les regarder d'aussi près. Et je pense que c'est ça qui l'a touché et donc il m'a dit oui. Et d'où ça venait cette envie de regarder les nouveau-nés alors ? Je crois que l'envie de regarder les nouveau-nés, elle venait du fait que, personne ne le faisait. Enfin, je trouvais qu'il y avait que peu de gens le faisaient, que moi-même, je n'avais pas les outils avant d'être mère et ensuite quand je suis devenue, mère, pour regarder mon nouveau-né avec les armes, nécessaires pour le comprendre correctement. Donc avant d'être mère, j'avais, mon humanité, mon intérêt, mon intellectualisme. Après être devenue mère, j'avais en plus, mon affection, mon attachement, mon instinct maternel, appelez ça comme vous voulez. Mais quand même quelque chose vraiment me résistait et échappait complètement et je ne trouvais pas, dans les ressources habituelles qui me sont de tout secours dans la vie, c'est-à-dire la littérature, principalement la littérature, mais aussi la psychanalyse, l'art, la philosophie, je ne trouvais pas vraiment ce que je cherchais, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que tu vis? En fait, je regardais mon bébé et je me disais:
Qu'est-ce que tu vis? Tu me diras jamais, tu te souviendras pas, mais j'aimerais approcher quand même d'un tout petit peu plus près ce que c'est que cet état d'être que tu traverses, qui est, à la fois absolument vulnérable et complètement vivant, extrêmement tonique et terriblement fragile. Donc voilà, en fait, c'est vraiment venu d'un manque, je crois. Mmh. Alors justement, tu es maman, est-ce que tu craignais pas, en allant à Necker, dans ces 2 services aussi sensibles, d'être ébranlée par ces bébés vulnérables avec très souvent des vies sur le fil et des parents, complètement désemparés par ce qui leur arrive? Est-ce que tu avais pas peur de ça? Alors moi, dans la vie, j'ai peur de tout. J'ai tout le temps peur, moi j'ai peur moi-même de mourir, j'ai peur que tout le monde meure, donc quand j'étais enceinte, j'avais tous les scénarios les pires en tête à peu près et quand mon enfant est né, ça ne s'est pas, arrêté. Je continue d'imaginer, le pire un peu tout le temps, sans que ça m'empêche néanmoins d'ailleurs de vivre, bizarrement. Mais donc mon fils, quand j'ai commencé à y aller, il avait 2 ans, donc il était quand même clairement sorti des périls, néonatals. En fait, la néonatologie, c'est une spécialité, qui s'intéresse vraiment au nouveau-né. Le nouveau-né, techniquement, c'est 28 jours de vie. Ensuite, il y a des bébés qui restent dans le service beaucoup plus longtemps, qui passent 6, 7, 8 mois, donc ils deviennent des nourrissons dans le service, mais la néonatologie accueille des bébés qui ne sont pas sortis de l'hôpital. Donc ils peuvent être transférés d'un hôpital à l'autre, mais du moment où votre bébé est rentré à la maison, ne serait-ce que 2 heures, Plus de la s'il néonat. retourne à l'hôpital pour un problème, il n'ira plus en néonat, il ira en pédiatrie générale. Ce sont des bébés qui n'ont vu que l'hôpital. Exactement, ce sont des bébés qui n'ont vu que l'hôpital. Et donc du coup, mon fils, ça ne le concernait plus. Donc c'est vrai que c'est un peu l'histoire que je me suis racontée et puis fondamentalement, très vite en arrivant dans le service, j'avais évidemment des appréhensions parce qu'on m'avait prévenu, les soignants en fait m'avaient dit: «Vous savez ici c'est très dur. Est-ce que vous êtes prête?» La question que vous venez de me poser. Et je leur ai dit: «Je ne sais pas, on va voir. Quand j'y serai, en fait, c'est très difficile de savoir. Si ça se trouve, effectivement, je ne vais pas supporter». Et en fait, d'abord, je m'étais auto-investie d'une mission qui était de raconter ce qui se passait dans le service, d'essayer de raconter ce que vivaient ces nouveau-nés qui souffrent beaucoup plus que moi, les parents qui souffrent beaucoup plus que moi, les soignants qui sont beaucoup plus mis à l'épreuve que moi dans ce contexte-là. Donc j'étais obligée, en fait, par, cette mission. Et puis, fondamentalement, il y a quelque chose, ça me dérange un petit peu de le dire comme ça, mais c'est pas mon bébé. J'éprouve, évidemment, du chagrin, de l'empathie, de la douleur même pour, des bébés que je vois souffrir, des bébés autour de moi, des bébés de mes amis, les bébés mais en fait, mon enfant, c'est mon enfant et ce qui peut arriver aux autres enfants me touche à un endroit différent qui relève quand même pour moi du supportable. Comment tu parlais des soignants, des parents qui pour toi étaient, des éléments de décor, sans déprécier du tout, avant de s'intéresser aux nouveau-nés. Comment tu as cohabité avec eux? Comment tu t'es fait accepter? Oui, alors je dis pas du tout décor dans un sens Non, non, bien dépréciatif. sûr. C'est plus que je l'imagine un petit peu comme un c'était pas eux que j'étais là pour regarder, donc ils faisaient partie d'éléments qui m'informaient sur le nouveau-né, mais je voulais pas me laisser détourner par les adultes et les êtres parlants. Parce que je me suis quand même en fait, l'idée de ce projet, c'était de se dire: «Bon, moi j'ai la parole, les parents ont la parole, ils ont plus ou moins de facilité à la prendre, mais en tout cas, on peut se parler entre adultes avec des mots, avec un langage qu'on comprend et les nouveau-nés n'ont pas ça. Donc ce qui m'intéressait, c'était vraiment de regarder ces êtres sans parole. Et donc je suis arrivée dans le service, je me suis en fait tout de suite attachée aux infirmières qui sont, d'abord charmantes, quand même globalement, très sympathiques, qui étaient assez curieuses, je crois, du projet, certaines assez défiantes, qui se disaient: «Mais qu'est-ce qui nous a fait le chef de service à nous coller une journaliste comme ça?» Et en fait, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec elles. J'y allais tous les jours quoi, du matin au soir. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec elles et elles sont très occupées. Donc elles m'ont emmenée en fait, j'ai pris quoi, 1 ou 2 jours pour comprendre un petit peu l'ergonomie du service, comment ça fonctionnait, comment c'était disposé, quel était le bon endroit dans les chambres pour que je puisse me mettre par exemple sans gêner, parce que j'étais vraiment, il était hors de question que je gêne, leur travail. Et ensuite ils ont, je sais pas s'ils ont oublié ma présence, mais ils m'ont dit au bout de quelques semaines, «Ah mais toi Clémentine, tu fais partie de l'équipe», quoi. J'étais devenue un peu, je sais pas, une sorte de petite mascotte du service. J'étais leur journaliste, quoi, qui était là et puis je les ai, beaucoup rassurés pour le coup, en parole sur le fait que j'étais pas du tout le que je les protégerais, qu'ils reliraient leurs propos par exemple, ce que je fais moi dans ma pratique journalistique, que j'étais pas là pour voler des choses. Alors qu'est-ce que tu as ressenti au contact de ces bébés et de leur souffrance? Est-ce que c'est quelque chose que tu pouvais voir ou ressentir? Quels ont été, les effets de cette immersion au début? Regarder des bébés qui souffrent, de cette manière, ils souffrent mais dans un contexte de soins et dans un hôpital qui est le mieux à même de leur venir en aide. Donc du coup,
La souffrance, des nouveau-nés dans le contexte de la néonatologie dont je parle beaucoup dans le livre parce que c'est une préoccupation énorme de la spécialité, parce qu'elle est difficile à jauger d'abord leur souffrance, ils peuvent Mmh. pas parler, on leur dit pas sur une échelle de 1 à 10: «Vous avez mal comment?». C'est une notion assez récente puisqu'il y a encore 60 ans, on croyait qu'ils avaient pas et qu'ils souffraient pas parce qu'ils avaient leur terminaison nerveuse était pas terminée. Donc du coup, il y a une attention très forte, mais toutes les souffrances qui leur sont infligées sont quand même dans le but de les soigner. Et donc du coup, évidemment, parfois j'étais, bouleversée, parfois j'étais, peut-être un peu révoltée parce que je me disais: «Mais c'est fou en fait de pourquoi?» La grande question, c'est quand même pourquoi on leur inflige ça? À quoi est-ce qu'ils consentent? S'ils pouvaient parler, est-ce qu'ils diraient: «Mais non, en fait, arrêtez, j'ai pas envie de vivre à ce point-là, je ne veux pas traverser ça»? Moi, c'est des questions que je me pose sur ces nouveau-nés-là. Ensuite, leur consentement c'est leurs parents qui l'expriment et donc tant que les parents consentent, et que les médecins trouvent que c'est raisonnable, ouais, ils souffrent, mais c'est pour leur bien. Maintenant, il y a des outils qui sont donnés aux soignants pour évaluer la souffrance des nouveau-nés et une souffrance qu'ils expriment pas du tout de la même manière que les adultes. Donc il y a des signes, en fait, qu'un nouveau-né est douloureux, de leur comportement, des signes qu'ils envoient, qui sont des signes très, très subtils et très difficiles à lire, mais donc les médecins sont quand même maintenant formés à ça. Les infirmières aussi, donc par exemple pour n'importe quel geste douloureux, on leur donne, du sucre, enfin une solution sucrée en toutes petites gouttes qui est dans des petites, fioles et on leur met ça parfois sur la tétine et on met la tétine dans leur bouche et en fait la succion a un effet, chez les nouveau-nés qui ça leur envoie des endorphines dans le cerveau, donc ça a un vrai effet antidouleur très puissant et le sucre aussi. Donc ça, c'est en fait moi je disais: «Mais bon attendez, vous leur donnez du sucre et vous leur faites sucer une tétine, c'est sympa», mais et on m'a vraiment expliqué que non, 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 c'était pas cosmétique, Mmh. que c'était des vrais médicaments, en fait, contre la douleur des nouveau-nés. Donc il y a énormément de choses qui sont faites pour prendre en compte cette douleur et ensuite, dans l'hôpital Necker, il y a aussi une unité mobile qui s'appelle l'unité douleur et soins palliatifs, Mmh. dont je parle pas mal dans le livre, qui est, une unité dont le nom fait peur parce que quand on pense soins palliatifs, on pense, soins de vie, fin de vie, personnes très âgées qui, meurent à l'hôpital et en fait, on m'a expliqué aussi que c'était pas du tout ça, que les soins palliatifs, c'était aussi l'ensemble des soins de confort et donc ça, c'est des médecins très spécialisés et des infirmières très spécialisées qui sont appelés très souvent dans le service quand un bébé est trop douloureux, trop inconfortable et que les soignants, les néonatologues et les infirmières du service ne savent pas comment gérer, que les dosages de morphine et d'antidouleurs sont déjà au maximum et qu'ils ne savent plus quoi faire et qu'un bébé souffre, ils appellent ces médecins qui sont surspécialisés et ils en discutent et ils essayent de trouver des solutions pour, rendre le bébé le moins inconfortable possible. Je reviens sur les soignants, que tu as côtoyés. J'aime bien cette phrase à propos de Clémence, une infirmière qui parle au bébé qu'elle porte et qui lui dit, «L'hôpital, tu sais, c'est pas la vraie vie. Dehors, il y a ta maison, il y a des parcs». Et tu écris: «Ça fait partie de leur métier, de celui de Clémence et de toutes les infirmières, d'aimer ses enfants tout en souhaitant leur départ». Comment tu as, observé leur relation justement à leur travail, entre, empathie et professionnalisme? Comment ils composent avec leurs émotions et c'est quoi leur carburant? Là, c'était un bébé qui était dans le service depuis très longtemps, qui avait une pathologie digestive, je crois, compliquée. Donc effectivement, forcément, les infirmières s'attachent et donc elles ont leur travail, en fait, consiste à les faire partir. C'est un peu comme, c'est un peu comme le travail d'une mère, quoi. On dit souvent: «Ah bah, mon travail finalement, c'est que tu puisses vivre sans moi». Donc effectivement, ça, c'est le travail de toutes sortes de soins, c'est que le bébé puisse vivre sans les soins et en même temps, il faut qu'elles s'attachent pour, prendre soin parce qu'elles ont un rôle maternant. Elles ne sont pas là pour se substituer à la mère, mais les gestes qu'elles font sont des gestes maternants sur le bébé. Donc du coup, elles gèrent ça, j'ai l'impression, de manière assez saine quand même. Beaucoup ont des enfants, en fait, c'est des femmes quand même qui adorent les bébés, hein. Donc beaucoup en ont plusieurs, ce qui me paraît moi, incroyable vu les vies qu'elles mènent, mais bon, elles gèrent aussi à la maison plusieurs bébés. Et elles ont toutes des stratégies quand même pour pas être complètement percutées et envahies par ce qu'elles traversent. Parce que le problème de l'attachement à ces bébés, c'est que non seulement ils vont partir, mais qu'ils peuvent mourir aussi. Ça fait partie des choses qu'elles savent et qu'elles gèrent. Donc du coup, il y a une infirmière aussi dans le livre qui me dit: «Moi, je me souviens jamais des prénoms des bébés» et c'est une infirmière qui est géniale, moi, que j'ai adoré regarder travailler, qui s'appelle Natacha, qui est vraiment, un puits, d'empathie, de tendresse, de douceur avec ses bébés, qui est une sorte de roc et j'étais surprise qu'elle me dise ça. Oui, c'est vraiment une balance, un équilibre, pour rester sain, en fait. Ouais, pour rester sain, elles ont chacune leur truc, elles restent ou pas en contact après avec les parents, par exemple, après le départ d'un bébé. Il y en a qui veulent pas, il y en a qui acceptent ça et puis elles ont en fait le soin avec un nouveau-né, c'est un soin qui est très charnel.
C'est ça qui est, pour moi, assez bouleversant, c'est cette idée, et je raconte aussi dans le livre que j'ai été, à un moment, pendant que je faisais mes recherches, j'ai été assister à une conférence de psychanalyste et il y a une psychanalyste qui a écrit un livre qui s'appelle Tact/Pulsion. On est vraiment en pleine psychanalyse freudienne et elle a dit à un moment cette chose, elle a dit: «Le toucher est le seul sens réflexif, on ne peut pas toucher sans être touché» et c'est une réflexion que bizarrement je m'étais jamais faite, bon et tout d'un ça a éclaté en moi cette idée qu'on ne pouvait pas toucher sans être touché et ces infirmières qui passent leur temps à toucher les bébés et ben, en fait, forcément, elles sont aussi touchées par eux, au sens propre et au sens figuré et donc c'est effectivement toute cette idée de l'échange et de comment on se prémunit aussi de l'envahissement que ça représente d'être constamment aussi, en tant que soignant, touché. Tu disais que tu aurais pu y retourner encore quelques semaines, quelques mois et que tu pourrais y retourner. Tu parles d'un monde à l'envers, tu as des images très belles, d'un système à part, d'un système solaire à part. Tu parles aussi de cet hôpital de l'autre côté du Styx. C'est vrai que j'imagine qu'on se sent entre deux mondes quand on passe ses journées dans les enceintes de cet hôpital. Est-ce que ça a été difficile d'en sortir tous les soirs pour retrouver ta famille et aussi à la fin du reportage quand tu as dit au revoir? Est-ce que c'était difficile de partir parce que c'est un peu un monde clos? C'est effectivement un monde très clos. Même au sein de l'hôpital, c'est un espace, très confiné pour des raisons, d'abord de contamination, hein. C'est-à-dire les bébés, les nouveau-nés sont particulièrement fragiles d'un point de vue immunitaire, donc il y a pas énormément de passages non plus dans ce service. Les visites sont autorisées mais contrôlées. Donc on y entre. Moi, j'y entrais à 8h30 le matin et je déjeunais sur place avec les infirmières et j'en repartais à 5h pour aller chercher mon fils à l'école, à la crèche à l'époque et est-ce que c'est difficile d'en partir? Pas vraiment en fait, j'ai l'impression. Je me suis assez vite en fait, j'ai l'impression réglée sur le pas des soignants. C'est-à-dire c'était et je sais pourquoi, c'est parce que moi, c'était mon travail aussi. Donc c'est un travail auquel je tiens, c'est un travail très particulier pour moi parce que j'avais jamais écrit de livre avant et que je vois bien maintenant la place que ça prend, c'est pas un article et le fait d'y avoir passé tellement de temps, ça crée un rapport, très intime en fait au service et aux gens, mais Mais n'empêche c'est un que travail, c'est un travail, on ouais. y rentre et on en sort. Ouais. J'étais pas, hantée. J'y pensais parce que le soir, en fait, je dérochais chez moi, je continuais mes recherches, mais c'était un travail, ouais. Est-ce qu'on vit autrement après une expérience comme ça ou on a juste envie de la partager? Moi, ma priorité, c'était vraiment de la partager parce que je pense que ce qu'on ne regarde pas, on n'en prend pas bien soin. Donc je pense que collectivement, en tant que société, il faut vraiment qu'on regarde, les nouveau-nés sains et les nouveau-nés malades pour pouvoir mieux, prendre soin d'eux. Je me dis, là, bon, si je devais avoir un deuxième enfant, comment je vivrais ma grossesse alors que déjà mais en fait, la première fois, je savais déjà que tout pouvait mal se passer. Là, en fait, tout peut mal se passer, mais je sais qu'il y a aussi des gens au 5e étage du bâtiment Laennec de l'hôpital Necker qui savent bien quand même, s'occuper des Gérer choses tout quand ça ça. se passe mal. Merci beaucoup. Merci Clémentine. Je Merci rappelle le beaucoup titre du Marine. livre Premier cri au pluriel, Les mystères de la néonatologie de Clémentine Golzal, publié au Seuil. Merci mille fois. Merci beaucoup d'être venue. C'était un nouvel épisode de Mère, le podcast du média Les Louves. J'espère qu'il vous a touché ou inspiré. Si vous aimez notre podcast, soutenez-le sur votre plateforme d'écoute avec quelques étoiles et un commentaire qui nous aideront à produire encore plus d'épisodes. À bientôt sur Les Louves et merci pour votre fidélité.